Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde consacrée au retour d'utilisation des robots. Donc je me présente rapidement, Christophe Gaviglio, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin. Donc on va parler retour d'utilisateurs de robots viticoles en compagnie de nos deux intervenants. Donc à ma droite, Joseph Malfait, la maison Moët Hennessy, donc qui s'intéresse depuis longtemps à l'innovation au vignoble et aux utilisations possibles de la robotique. Et puis encore à ma droite, Ludovic Pat, donc Terena, et donc responsable du développement robotique chez Terena. Ensemble, nous allons aborder plein de sujets en lien avec donc le choix des robots, la performance attendue, éventuellement quelques mots sur le retour sur investissement. Enfin, beaucoup de sujets à la fois techniques, économiques et pratiques que nous allons aborder ensemble. Avant de commencer, je vais laisser la parole à mes deux intervenants pour se présenter très rapidement en quelques mots pour cerner un petit peu voilà le contexte de la discussion. Ludovic. Du coup, bonjour à tous, moi c'est Ludovic Pat, en charge du dossier machinisme pour le groupe Terena. C'est une grande coopérative dans l'ouest de la France qui couvre pour la partie viticole le Val-de-Loire, donc du vignoble nantais jusqu'à la Touraine. Et du coup, moi j'interviens sur tous les sujets en lien avec le matériel agricole, dont la robotique. Bonjour à tous, je suis Joseph Malfait. Donc je travaille pour le groupe MH. MH c'est donc une entité au sein d'LVMH qui gère tous les domaines des vins et des spiritueux au sein du groupe. De le plus à l'ouest, on va partir de la Californie, le plus à l'est, on va aller en Nouvelle-Zélande, le plus au sud, on va partir de l'Argentine et le plus au nord, on va arriver en Écosse. C'est à peu près 6000 hectares de vignobles répartis dans le monde et on est sur la partie robotique et innovation en observation et en apprentissage depuis 2016 à peu près, un petit peu avant. Donc avec différents appareils, différentes contraintes et donc différentes solutions mises en œuvre. Merci. Donc effectivement, Joseph, vous évoquiez les différentes solutions qui sont disponibles sur le marché. On en a quelques-unes visibles sur le FIRA depuis mardi. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas représentées ici, mais je pense qu'on va en parler aussi. L'intérêt pour la filière viticole aujourd'hui par rapport au développement de la robotique, c'est justement d'avoir différents niveaux de maturité dans les différentes solutions qui sont proposées. On a par exemple des robots enjambeurs qui ont atteint un certain niveau de performance et de précision avec différentes solutions électriques, hybrides, thermiques. Et puis on a des robots interlignes qui commencent à arriver sur le marché aussi, qui donc offrent une façon différente d'aborder la robotique viticole, peut-être pour des opérations un peu moins précises que le binage sous le rang, qui était la première opération visée par les robots viticoles. Donc on voit que le panel des solutions s'agrandit, on voit que le panel aussi des opérations réalisables avec les robots augmente progressivement, y compris pour les robots historiques. Donc on est à un moment super intéressant où voilà, beaucoup de choses arrivent intéressantes, on va dire, techniquement abouties, et donc avec nous, des utilisateurs. C'est une chance parce que nous, en tant qu'institut technique, on les teste, mais on les teste pas forcément dans un contexte de production. Et c'est ça qui est intéressant de partager aujourd'hui avec mes deux intervenants. Donc, première question pour tous les deux peut-être, et on va passer quelques minutes là-dessus. À l'heure du choix, à l'heure de l'intérêt que vous pouvez manifester pour des solutions robotiques, qu'est-ce qui va compter? La performance, la polyvalence, le service après-vente? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui quand vous vous intéressez à une solution robotique? Ou est-ce que c'est juste une opportunité? Allez, on commence avec Ludovic. Du coup, moi j'ai commencé sur la partie choix. En fait, nous étant coopérative, on a ouvert le dossier de la robotique vraiment en alternative à notre métier historique, qui était plutôt la vente des produits phytosanitaires. Donc c'était une diversification des marchés. Donc l'idée c'était de ramener quelque chose dans les mains des viticulteurs qui était déjà abordable technologiquement, facilement maîtrisable et intégrable assez facilement dans les domaines viticoles, avec les contraintes de temps qu'on leur connaît.
Et puis après, forcément, quand on commence à mettre du matériel en route, on essaye de lui donner un maximum de polyvalence pour aller chercher de la rentabilité et, entre guillemets, une utilisation la plus longue possible tout au long de la saison. Donc on a ouvert le sujet comme ça. On a eu des enjambeurs, on a eu des interlignes. Aujourd'hui, on est plutôt parti sur un interligne qui nous amène vraiment pas mal de polyvalence, qui nous amène aussi de la simplicité dans la mise en œuvre par la compacité et la facilité de transport. Et on se rend compte des fois sur la partie travail du cavaillon, comme disait Christophe, il y a peut-être effectivement quelques interventions comme une DK, des choses comme ça, un peu techniques très précises, où un enjambeur sera peut-être plus à l'aise. Mais on se rend compte aussi des fois que de fait de travailler deux demi-rangs avec des lames et de croiser les tâches, on arrive à faire aussi bien, voire mieux. Donc en fait, c'est deux machines très complémentaires entre un interligne et un enjambeur, avec des fois peut-être un petit avantage à la polyvalence sur l'interligne. Surtout pour nous en Anjou, on a majoritairement de la vigne entre 1,80 m et 2 m. Donc on est quand même plus à l'aise pour la partie travail de l'interrang. Après, en vignoble nantais, on est des fois sur du 1,40 m. Là, effectivement, l'interligne, il passe très bien, mais bon, c'est un peu plus serré quand même. Mais voilà. En deux mots, tu évoques la polyvalence, ça serait quelles opérations? Mais en fait, aujourd'hui, nous, le robot, on l'intègre vraiment sur les fonctions de travail du sol. Hein. Donc, désherbage mécanique, cavaillon interrang, entretien quand c'est enherbé. Et on a la chance d'avoir ces Pellinck. On utilise aujourd'hui le RX20 chez Pellinck. Et on est en phase d'intégration de nombreux accessoires pour justement amener un maximum de polyvalence et de possibilités techniques. Donc, en fait, l'architecture interligne nous aide bien sur ça. Voilà, et quelles surfaces sont visées pour ce déploiement-là à l'échelle de la coopérative? En fait, nous, aujourd'hui, on a quand même pas mal d'années de retour d'expérience. Dans les plus grandes années de test, on tournait entre 15 et 20 hectares couverts sur toute la saison, sur toute l'hétérogénéité du parcellaire du Val Nantais, en fait. J'avais en gros 5 hectares dans le Muscadet, 5 hectares en Anjou, 5 hectares en Touraine, et puis 2-3 répartis à droite à gauche, pour aller chercher vraiment une diversité de situations la plus large possible. Donc des plantilles, de la pente, du dévers, des terrains lourds, des terrains légers. Et du coup, ça nous a vraiment permis d'avoir un maximum de contextes et de situations différentes et de tester un peu la machine. On était, entre guillemets, pas forcément saturé en termes de surface pour la machine, mais ce qui nous mangeait un peu de temps, c'était les contraintes logistiques. Parce que forcément, entre les deux extrémités, j'ai 200 km de distance. Donc voilà, on passait un peu de temps sur la route. Mais ça nous a vraiment permis d'appréhender la robotique dans des situations très très diversifiées et de se rendre compte que dans pas mal de situations, on s'en sortait bien, voire aussi bien que le tracteur, voire des fois mieux. Et surtout vis-à-vis du végétal, en fait. Si on reprend l'exemple des belles surprises, ça a été dans des plantis. Parce qu'en fait, le robot, on s'en fout, il va passer un peu de temps, mais on peut le faire travailler à 1, 1,2, 1,5 km/h. Et il va pas dévier, il va faire son boulot tranquillement. Et là, on se rend compte de la douceur et de la pertinence de la robotique sur les interventions délicates. Après, face à des situations très compliquées comme on a eu ne serait-ce que l'année dernière, avec des terrains détrempés, où on intervient avec de l'herbe qui est rendue dans le fil porteur, bah là c'est vrai que des fois on serait content d'avoir la puissance d'un tracteur pour aller chercher de la vitesse, des gros mouvements de terre. Mais le robot est vraiment là très très bon sur la partie entretien. Sur les gros travaux lourds, en fait, il faut anticiper le début de l'intervention. On a de la chance, nous c'est un interligne Chenille, donc on arrive à le faire démarrer plus tôt qu'un tracteur, par sa portance, et du coup de le faire intervenir le plus fréquemment possible, et sur des stades d'adventice les plus jeunes possibles. Et c'est là aussi qu'il faut peut-être revoir l'ensemble de l'itinéraire technique, et pas vouloir faire un copier-coller des interventions faites au tracteur, mais plutôt de dire on va peut-être faire 2-3 passages de plus, avec des outils peut-être un peu moins agressifs, et d'avoir une démarche d'entretien plus régulière. On va y revenir sur ces aspects d'intégration dans l'itinéraire culturel. Donc merci déjà pour cette première introduction sur où vous en êtes de la robotique aujourd'hui. Joseph, de votre côté, dans le groupe Moët Tennessee, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup plus peut-être de Oui. machines et de tests, un panel un peu plus large peut-être, Oui. et dans différents pays et différentes situations. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je rejoins régulièrement. Je hochais de la tête pour acquiescer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses et je me retrouve un petit peu dans ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, juste pour comme ça un peu donner des chiffres, c'est à peu près 18 robots qu'il y a au sein du groupe. C'est 140 hectares qui sont arpentés avec des cartos pour pouvoir aller passer avec des robots. C'est 10 modèles qui sont en test et c'est 9 marques.
Donc c'est vrai qu'on a un panel assez large de la robotique, que ce soit de la robotique toute petite, hein, y a une segmentation de la robotique, on va dire des petits outils de fonction extrêmement simples, des outils un petit peu plus gros aux alentours de 100 000 euros qui vont être avec des fonctions comment je pourrais dire, spécifiques, et puis ensuite des multitools, quoi, des remplaçants, ou tout du moins qui vont se rapprocher un petit peu d'un appareil très polyvalent, qui vont être sur des ordres de prix un petit peu plus importants. Et donc, tu parlais des choix et des critères de choix. C'est vrai que ça dépend de l'objectif. Quand on est en phase exploratoire, les critères de choix vont être la capacité à faire une action que l'on demande, vraiment du technique pur. Est-ce qu'il est opérationnel? Est-ce qu'il arrive à pouvoir réaliser l'opération qu'on lui demande? Par exemple, je sais pas moi, d'aller dans des très forts coteaux, ou d'aller réduire la compaction et de pouvoir faire un travail du sol, ou je sais pas, d'aller faire un traitement dans une situation particulière, ou plein de fonctions très spécifiques. Donc là, on est vraiment sur de la pure technique, sur la partie exploratoire. Quand on arrive sur une phase plus opérationnelle, ce qu'on va regarder, c'est l'entreprise, est-ce qu'elle a fait sa transformation de la phase de start-up à la phase un peu plus industrielle, un peu plus opérationnelle, ce qui nous donne quand même une certaine stabilité dans le SAV, dans la capacité à pouvoir débugger, dépanner des soucis, parce qu'il y en a un petit peu, hein, comme partout dans la mécanisation. Donc ça, c'est un des choix. Et puis la réactivité et la capacité à pouvoir arpenter et créer des cartes de passage du robot de manière fine et précise. Et ça, c'est quand même deux critères qui sont très importants. L'arpentage, c'est un des gros sujets et un des clés de la réussite, de l'intégration d'un robot dans une phase opérationnelle. Ok, merci pour cette petite introduction. On revient à Ludovic. On a parlé donc un petit peu de ces différents critères. Au final, aujourd'hui, comment à l'échelle de la coopérative, vous abordez la robotique, c'est-à-dire d'un point de vue vraiment plutôt technique et intérêt pour les futurs utilisateurs, économique, quelles sont les attentes des adhérents à la coopérative, et comment les tests que vous menez à grande échelle finalement répondent aux attentes des viticulteurs? Pour compléter, je pense que nous, notre principale interaction qu'on avait, c'était déjà de pouvoir proposer des alternatives au désherbage chimique, très clairement. Et forcément, qui dit pas de désherbage chimique, on va aller vers du mécanique. Et comme dans beaucoup de domaines viticoles sur toute la France, la question de la main-d'œuvre et du personnel est déterminante. Et le fait de rajouter de la charge de travail aux viticulteurs, dans leur planning déjà plus que serré, c'était pas possible. Donc c'est là qu'on a vraiment ouvert le dossier de la robotique. Et c'était aussi dans nos choix d'avoir des machines qui soient capables de travailler vraiment toutes seules, sans supervision, et de faire un travail de qualité. Et on a une machine dans laquelle on va avoir confiance de la laisser aussi travailler toute seule. Et là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les viticulteurs sur le sujet, en les aidant aussi à faire, comme on a commencé à parler, à les aider dans l'itinéraire culturel, parce qu'on ne peut pas faire un copier-coller du tracteur, les aider beaucoup dans l'intégration, comme on l'a dit, au niveau de l'arpentage, au niveau de l'environnement global, parce qu'il y a aussi un petit peu d'aménagement des fois à faire pour la vigne, tant en termes de tournière que de palissage, que des petites choses qui vont faire que le robot va plutôt bien s'intégrer et du coup être satisfaisant dans son travail. Et puis je pense que la dernière étape, c'est quand on commence à mettre des chiffres en face, quand on a quand même pas mal de campagnes de recul, on a pris le temps de tout noter, ce qu'on a cassé, ce qu'on a consommé comme carburant, le temps qu'on a passé, et on se rend compte qu'on arrive à être cohérent face à un coût d'un salarié avec un tracteur et l'outil qui va bien. Donc on arrive à proposer des alternatives cohérentes économiquement et cohérentes aussi en termes de charge temps et mental pour le viticulteur. D'accord, donc ça c'est intéressant parce que c'est euh, déjà le signal que finalement on s'approche d'une certaine compétitivité par rapport à des solutions existantes, peut-être avec justement ce modèle de robot interligne que vous avez identifié et choisi pour accomplir les tâches que vous ciblez avec un objectif de performance quand même. Donc. Bah, nous, le X20, déjà c'est une chaîne cinématique hybride, donc aujourd'hui on y met du GNR dedans, donc en termes de logistique, recharge, alimentation électrique et tout ça, on reste très simple, hein, on reste sur le fonctionnement d'un tracteur. À l'utilisation, ça peut paraître des machines assez complexes, mais sincèrement les interfaces sont faciles à utiliser. Donc il y a moyen de mettre quelqu'un à le prendre en main assez facilement à l'usage.
Après, sur la partie arpentage mission, je suis assez d'accord, l'aspect environnement informatique et tout ça est aussi très déterminant, histoire que ça se passe bien, que le guidage fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de loupé, parce que c'est quand même dommage d'avoir une navette spatiale qui n'est pas capable de tourner toute seule. Mais là on n'est pas dans ce schéma-là, on en est plutôt très content. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir l'intégrer aisément, et aussi l'aspect humain et appréhension. Ça reste une petite machine qui fait pas peur, qui travaille gentiment, qui est très très bien sécurisée, histoire que s'il y a du personnel autour en train de travailler à faire autre chose, il n'y a aucun risque pour l'environnement. Et il y a aussi la technologie qui nous aide avec de la supervision à distance, des choses comme ça. Donc ça s'intègre vraiment bien et ça fait pas peur aux utilisateurs non plus, quoi. Très bien, on va revenir sur le retour justement utilisateur juste après avec l'intégration dans l'itinéraire cultural. Joseph, comment ça se passe justement par rapport à ces indicateurs technico-économiques sur les différents vignobles et avec une vision mondiale, comment la robotique est placée aujourd'hui? J'ai envie de dire, au sein d'un groupe comme le nôtre, on ne peut pas s'affranchir sur des problématiques de sécurité. Et aujourd'hui, l'État ou le législateur n'a pas encore décidé sur la partie autonome, complètement autonome d'un appareil. On doit être en observation. Donc aujourd'hui, notre ressource humaine qui était avant en train de conduire un tracteur est toujours dans la parcelle pour aller observer. Elle peut faire une pluriactivité, elle peut aller faire, je sais pas, des travaux d'observation, de réparation, de choses comme ça, mais elle reste dans la parcelle. Donc la partie réponse à un manque de personnel, non. Aujourd'hui, on ne l'a pas sur cette partie robotique. Sur la partie analyse financière purement, on n'est pas encore à l'équilibre. Sur la totalité des appareils que l'on a aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé cet équilibre financier entre débit de chantier, productivité et la partie immobilisation du personnel. Je pense que le jour où le législateur nous permettra de pouvoir travailler de manière 100% autonome dans certaines parcelles qui seront complètement soit identifiées, soit clos ou ce genre de choses, ça nous permettra, je pense, de répondre à cet enjeu économique. Pour le moment, non, on n'en est pas de là, malgré la diversité des solutions et des appareils que l'on a en expérimentation. Merci. Ludovic, c'est un petit peu le même style de fonctionnement avec une supervision ou c'est l'autonomie totale qui est visée? Aujourd'hui, pour l'instant, forcément, il n'y a que moi qui m'en sers, donc je suis obligé d'amener la machine, je reste avec, je la surveille. À terme, l'objectif, c'est quand même vraiment de le laisser tout seul. Après, je suis assez d'accord aussi sur l'aspect sécuritaire. La machine sera faite pour travailler toute seule. Il y a aussi peut-être des interventions intercepts très compliquées. Ce sera peut-être pas forcément l'idéal de partir très loin, parce que de toute façon, quand vous êtes vous déjà sur le tracteur, ça arrive régulièrement de devoir mettre les mains dans l'outil. Donc sur ces interventions très près des cèpes et entre guillemets décavaillonner, des choses comme ça, très invasifs, il faut peut-être rester pas très loin. Par contre, par la polyvalence de la machine, tout ce qui va être travail de l'interrang, des lames, des choses plus simples, beaucoup moins dangereuses pour le végétal, je pense que la maturité de la machine permettra de la laisser toute seule dans les parcelles où ça se déroule bien aussi. C'est logique. S'il y a des fois des parcelles très compliquées, avec des rangs qui sont pas très droits, de la vieille vigne, des choses comme ça, au tracteur c'est compliqué, au robot ce sera compliqué aussi. Donc il va forcément vous demander des fois un peu plus d'aide dans ces situations complexes que dans les belles parcelles où tout va bien. Très bien. Donc ça nous amène un petit peu à ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien avec les robots. Si on devait faire un petit peu une synthèse, on peut prendre un petit peu de temps, hein, puisque bon, il y aura aussi des questions, mais je pense que c'est le cœur un petit peu du retour utilisateur, un petit peu tout robot confondu. Qu'est-ce qui est très satisfaisant et qu'est-ce qui est frustrant dans l'usage, qu'est-ce qui va de soi et qu'est-ce qui est plus difficile à mettre en œuvre? C'est très large comme question. Oui. Oui, en vrai, ce qui est très satisfaisant, c'est la capacité à pouvoir répondre à un besoin en changeant un peu notre façon de mécaniser. Ça fait 60 ans qu'on pensait d'une certaine manière, qu'on développait des solutions d'une certaine manière, et là, ce qui est satisfaisant, c'est qu'on peut se permettre d'aller repenser. Et on passe pas sur de l'amélioration continue d'un produit existant, d'un tracteur qu'on vient remettre à un volant, une meilleure cabine, un meilleur distributeur, quelque chose. On pense complètement différemment, ce qui nous ouvre le champ des possibles. Et ça, c'est hyper pertinent. Face aux contraintes aujourd'hui agronomiques, les compactions des sols, les problèmes, l'intégration de couverts végétaux, les nouvelles façons culturelles
la robotique va permettre de répondre extrêmement bien à ce genre de choses. Et c'est ça qui est très très satisfaisant. La deuxième chose, c'est aussi l'ouverture du personnel. Auparavant, un tracteuriste, on disait, bon, je vais faire un peu caricaturé, mais un chauffeur de tracteur, c'est une personne qui avait une certaine expérience, allez, on va dire 35 ans à 45, 50 ans. Et après, il peut avoir soit des problèmes de dos, des choses comme ça, ou avant un petit peu jeune. Et bien là, la robotique, ça ouvre énormément le panel des possibles. Une personne qui a 20 ans qui sait servir d'un smartphone peut aller utiliser ça. Tu le disais, Ludovic, sur la partie user-friendly, les applications, elles sont extrêmement simples d'utilisation, et c'est vrai que ça ouvre le champ des possibles. Sur la partie un peu de difficulté, il y a la mécompréhension, je pense, de cette mécanisation. Quelquefois, ça nous demande des litres et des litres de salive pour aller expliquer un petit peu qu'on ne remplace pas un tracteur, que c'est autre chose, c'est une autre façon de faire. Il faut repenser la façon avec laquelle on va utiliser ça, qu'il faut intégrer une logistique dédiée. Comment on amène le robot à la parcelle, comment on vient le recharger. Alors quand on est sur des solutions type GNR, c'est vrai que c'est assez simple parce qu'on ne change pas trop le modèle, comme tu le disais. Dès qu'on arrive sur de la partie électrique ou je pense même à hydrogène ou des choses comme ça, enfin voilà, ça bouleverse un petit peu les choses. Et donc ça, il faut vraiment avoir une certaine pédagogie face à ça, de dire on travaille avec de la robotique d'une autre manière que ce qu'on travaillait avec une mécanisation classique. La baisse de débit de chantier d'un robot, parce que plus fin, moins puissant qu'un gros tracteur qui fait 110 chevaux, ce genre de choses, engendre aussi qu'il faut travailler sur un autre modèle, c'est-à-dire augmenter le nombre d'heures, travailler sur d'autres profils d'intervention. Le faible poids permet de rentrer plus rapidement dans les parcelles. L'adéquation de la compaction, certaines solutions HNI nous permettent là aussi d'aller dans des conditions plus compliquées et donc d'ouvrir en fait les fenêtres d'intervention. Donc ça, c'est des trucs qui sont très intéressants et très importants au sein de la robotique. Je ne sais pas si ça répondait à ta question extrêmement large. Oui, non, mais j'assume cette question très très large, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets derrière. Il y a l'aspect aussi de comment le personnel perçoit peut-être l'intégration des robots sur. Tu vas ajouter. Oui, Ludovic. C'était aussi pour compléter sur la partie environnement, l'évolution des robots. Je pense qu'il y a un vrai aussi enjeu pour le viticulteur à adapter son vignoble à l'arrivée de la robotique. Ne serait-ce que se laisser suffisamment d'espace pour tourner en dehors d'une voie publique. Comme ça, on ne se pose pas la question, c'est beaucoup plus simple à gérer. En termes de conduite des cèpes aussi, des vieilles parcelles où tout est tordu, où ça dépasse dans tous les sens et les rangs sont pas très droits. Technologiquement, on pourrait y arriver, parce qu'on va faire 10 000 points à l'arpentage, on va y arriver, mais on va se faire chier, faut être clair. Au tracteur, on est déjà à la peine. Alors forcément, quand on va y mettre de l'autonomie par-dessus, il faut absolument lui donner un environnement dans lequel ça peut bien se passer. En fonction du degré de la panne et de la chaîne cinématique de la machine, si vraiment courge général de la machine sur un truc électrique où tous les freins sont bloqués, il faut des fois avoir un petit peu de matériel pour pouvoir, entre guillemets, chanter 2-3 bricoles, leur mettre en roue libre et aller se dépanner. Mais on reste sur un dépannage comme on le serait sur un tracteur, hein. Une botte de vitesse qui lâche sur un tracteur, une vario, des fois on se retrouve un peu coincé. Donc sur ça, la machine va se couper, elle va dans tous les cas vous prévenir, ça va mal, puis après on dépanne comme on dépannerait une autre machine, quoi. Je peux compléter. À date, on n'a jamais eu de retournement ou jamais eu de choses comme ça. Il y a des gyroscopes à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis principalement basé en Champagne. On a un vignoble qui est très très morcelé et très compliqué avec des très fortes pentes. Il y a quand même, grâce au niveau de sécurité qui a été mis en œuvre pour la sécurité du personnel, ça a aussi sécurisé le robot en tant que tel. Et c'est vrai qu'avant qu'il y ait un problème, bien souvent, il y a déjà 2-3 fois où ils vous appellent pour vous dire j'ai perdu ma ligne, je me suis bloqué dans un pied, ou l'outil me demande trop d'efforts, ou je glisse et je patine et il y a un problème. Après, c'est plutôt bien pensé de cette manière-là sur le fait de pouvoir le sortir manuellement, puisqu'on peut prendre avec une télécommande un peu comme une PlayStation ou enfin voilà, sur son smartphone, on est en connexion directe avec l'appareil et puis on va le débugger, hein, quelles que soient les marques, hein, tout le monde travaille à peu près de la même façon. Il y a toujours une interface téléphone, tablette, tout ce qu'on veut, et donc ça permet déjà d'enlever beaucoup de problèmes. Et après derrière, oui, il y a comme pour toute mécanisation, il faut accepter aussi un certain niveau de panne. Ça peut arriver. Je veux dire, on a eu le cas, c'est en 2012 quand on a commencé avec les premiers tracteurs électriques.
un tracteur électrique, les gens n'acceptaient pas qu'il tombe en panne. Parce que pour le classique, on met l'interrupteur pour allumer sa lumière, c'est électrique, ça marche tout le temps, il n'y a pas de problème. Donc il y avait un taux de refus, une inaccessibilité de la panne sur de l'électrique. Et donc, c'est comme autre chose. Peut y avoir une saturation dans le réseau, un petit bug, un moteur qui surchauffe, et donc on accepte une panne. Quand c'est un moteur thermique, on accepte un joint de culasse, on accepte une courroie qui claque, quelque chose. Donc, c'est dans le même cas. Hein. Je pense qu'il faut avoir cette capacité à se dire, mais c'est de la mécanisation quand même. Hein. Merci pour ce point. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, j'en ai une dernière pour nos deux intervenants. On l'a très peu évoqué jusqu'à présent, mais est-ce que vous avez identifié dans l'utilisation de la robotique un aspect aussi d'attractivité pour le métier, un enjeu pour le futur, de conserver justement une attractivité au métier de viticulteur, malgré la difficulté, malgré les nouveaux enjeux économiques, environnementaux? Est-ce que ça fait partie de la réflexion ou est-ce que c'est vraiment annexe? Je pense qu'il y a un vrai enjeu pour la partie déjà renouvellement générationnel au niveau des jeunes générations. Moi, j'interviens aussi régulièrement pour des écoles sur des sujets d'agriculture de précision et tout ce qui est innovant. Et c'est vrai que des fois, la robotique, ça permet de motiver un peu les jeunes aussi à revenir vers le monde agricole. Et là aussi, je ne sais pas s'il y a des gens de l'enseignement, mais on pourrait des fois avoir besoin de cursus scolaires où ils intègrent un petit peu de robotique aussi, histoire que on arrive après sur le marché de l'emploi avec des gens qui ne soient pas totalement novices du sujet. Ça permettrait des fois de gagner un petit peu de temps dans les recrutements. Mais il y a quand même cette appétence. Et puis sur la partie gestion du temps aussi, je pense que si on fait le parallèle à l'élevage laitier, il y a quand même des fois des moments très contraignants. Et le fait d'amener de la robotique et du coup d'avoir un petit peu ce soulagement d'amplitude horaire exagérée et vraiment de rythme très très soutenu, ça peut permettre de se dire bon allez, on s'occupe du traitement parce qu'aujourd'hui la robotique le fait que partiellement, mais toute la partie tonte et entretien du sol, le robot il va déjà bien m'aider. Ça permet à des viticulteurs de se libérer aussi un peu de temps pour soit une activité et loisirs, ils sont comme nous, ils ont tout à fait le droit d'aller faire autre chose, mais aussi on sent le contexte viticole un peu compliqué sur la commercialisation, donc des fois ça leur permet de se libérer un petit peu de temps à la production dans les champs et de se dire à la rigueur tiens on va aller faire un peu de commerce en plus et du coup de faciliter aussi les activités sur le domaine, quoi. Ouais, je rejoins complètement. Je rajouterais une partie pilotage de l'exploitation. La robotique ouvre la porte des capteurs et de la capacité à collecter de la data dans les parcelles, des informations, ce qui permet de pouvoir aller piloter un peu plus finement son vignoble. Et on le voit, c'est la part belle des belles cuvées va vers, par exemple, du parcellaire, vraiment de la finesse. On va aller faire de la dentelle, du cousu humain, parcelle par parcelle, pour aller réduire encore notre impact sur l'environnement. On va aller faire de la modulation de dose intraparcellaire. On va aller travailler plus finement encore chaque parcelle. Et pour ça, il faut aller chercher des outils d'aide à la décision, des OAD, basés sur la captation, de l'observation parcellaire. Alors soit c'est le robot qui le fait, ou soit le robot permet de libérer le vigneron pour aller le faire, pour aller après prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est un engouement plutôt sur les chefs d'exploitation d'avoir cette capacité à